you. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session Twitch. Aujourd'hui, on va parler machine virtuelle. On va aborder différents sujets ensemble, mais concrètement, on va commencer par une petite architecture que j'ai récupérée sur Internet qui concerne une architecture cible quand vous déployez une VM, une virtual machine dans Azure. Puis ensuite, on parlera bien entendu de la haute disponibilité des machines virtuelles dans Azure. Donc cette haute disponibilité, on verra qu'elle est proposée soit en fonction du manage disk que vous allez choisir, standard, premium, etc., soit en fonction de zone de disponibilité ou d'availability set. On verra ce que c'est la différence entre AS, Availability Set, Availability Zone. Je vous passerai d'ailleurs une petite vidéo qui vous remémorera un peu les zones de disponibilité dans Azure. Une vidéo qui a été faite par Microsoft. J'adore la musique, soit dit en passant. Et ouais, je vais vous la passer. Elle dure 1 minute 70, 1 minute 70, 1 minute et quelques, et ça vous permettra concrètement d'appréhender le sujet de haute disponibilité des VM. Dans la troisième partie de cette session, on va parler du Bastion. Moi, c'est un service que j'aime beaucoup, qui n'est pas très cher, qui coûte un peu plus d'une centaine d'euros par mois. Et concrètement, ça va vous permettre d'accéder à une VM directement au travers de votre navigateur, en encapsulant le flux RDP ou SSH. Et puis, bien entendu, le Bastion, il vous permet, si votre VM n'a pas d'IP publique, mais a donc qu'une IP privée et que vous n'avez pas de VPN vers celle-ci, en passant par le navigateur, vous allez pouvoir y accéder. Donc il y a plein d'avantages au Bastion. C'est un service qui fonctionne vraiment pas mal du tout et qui est très utilisé par nos clients. On parlera aussi des extensions des VM. Donc une extension, c'est quoi ? C'est un petit logiciel que vous allez pouvoir installer dessus et qui va vous permettre, par exemple, une fois que la VM est créée, d'avoir un antivirus qui est disponible, d'avoir un firewall d'un produit tiers qui est activé, etc. Et puis une extension, ça vous permet aussi d'exécuter sur la VM des scripts, par exemple des scripts PowerShell. Dans la quatrième partie, on abordera le sujet du VMSS, Virtual Machine Scale Set. Alors on verra qu'il y a deux types de scaling en informatique. Il y a le scaling vertical et il y a le scaling horizontal. Et on verra que le VMSS, le Virtual Machine Scale Set, fait partie du scaling horizontal. Et puis on terminera cette session sur les différentes méthodes mises à disposition par Microsoft pour vous permettre d'accéder à vos ressources dans Azure. Donc on parlera du portail, je vous ferai une petite démo, comment le personnaliser, comment créer votre propre menu, etc. Ensuite, on attaquera l'encapsulation de l'exécution de script dans le navigateur au travers de Cloud Shell. Donc ça va vous permettre, Cloud Shell, directement dans votre navigateur, d'exécuter des scripts PowerShell ou Bash. Et puis on terminera par une session, bien entendu, de questions-réponses. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, vous avez à disposition le chat. Et puis, moi, ce que je vous propose, c'est d'attaquer directement par une petite architecture que j'ai préparée. Alors bien entendu, je vous mettrai le lien dans le chat juste après. Mais cette architecture, vous la retrouvez dans l'Azure Architecture Center et elle vous permet d'avoir une bonne appréhension d'une architecture standardisée de machines virtuelles dans Azure. Donc ici, ce qu'on peut voir concrètement, c'est qu'on a une VM et cette VM, elle a une carte réseau qui lui est associée, qu'on appelle une NIC. Cette carte réseau, elle a forcément une IP privée, c'est-à-dire que toute VM Azure a toujours une IP privée, c'est obligatoire. Et elle a, dans notre cas, une IP publique qui lui est attachée. Et ça, c'est facultatif. C'est-à-dire que toute VM Azure a toujours une IP privée associée à sa NIC, mais de manière facultative, une IP publique peut lui être aussi rattachée. Si on met une IP publique associée à la NIC de ma VM, ça veut dire que ma VM va avoir une portée publique. Donc typiquement, ça peut être un site web, avec du 2IS de la page dessus. Ensuite, on voit qu'une VM, elle a toujours des disques qui sont représentés par des manage disks. Alors, en général, une VM a 2 disques au moins. Le disque du système d'exploitation, donc le C2 point par exemple sur une machine Windows. Et puis on a des disques temporaires, donc on a toujours un par défaut. Et ce disque temporaire, sa taille dépend de la taille de la VM. On verra qu'une VM est représentée par une lettre de l'alphabet, A, B, N pour Nvidia par exemple. Et en fonction de la taille que vous allez choisir de VM, vous allez avoir plus ou moins de fonctionnalités associées. C'est-à-dire plus ou moins de RAM, plus ou moins de CPU. Donc, une VM a un ou plusieurs manage disks, au minimum
un manage disk qui correspond à l'OS et ensuite vous avez un manage disk qui correspond au disque temporaire. Celui-ci ne vous est pas facturé par Microsoft et par défaut, il va contenir le pagefile.6, donc le fichier de pagination. Et puis vous avez, vous le voyez dans le schéma, des disques de données. Donc vous pouvez rajouter un certain nombre de disques de données sur votre machine virtuelle. Ces disques de données peuvent avoir une taille maximale de 32 Tera. Donc on peut rajouter plusieurs disques de données, mais chacun aura une taille de 32 Tera maximum. Bien entendu, plus vous avez un espace disque qui vous est provisionné sur une machine virtuelle, plus ça va vous coûter de stocker les datas. Donc on a vu qu'une machine virtuelle a une IP publique, facultative, une IP privée obligatoire, un disque, un manage disk qui correspond à l'OS, des disques de data et un disque temporaire. Il faut savoir aussi que cette IP publique, vous allez pouvoir lui associer un nom DNS, ce qui permettra que lors du redémarrage de la VM, si votre IP publique change, parce que vous ne l'avez pas mis en statique, vous l'auriez mis en dynamique par exemple, au moment de redémarrer la VM, si son IP publique change, le nom DNS associé à l'IP publique ne va pas changer. Donc ça vous permettra de continuer à accéder à une VM. Bien entendu, une VM Windows ou Linux, pour y accéder, deux protocoles, RDP ou SSH, selon que vous utilisiez une VM sur Windows ou sur une VM avec l'OS Linux. Donc, on verra les différents types d'OS que vous allez pouvoir manager dans Azure et installer, mais voilà la logique qu'il y a derrière. Donc, une VM est toujours créée dans un subnet. Et ce subnet fait partie intégrante, rappelez-vous, d'un VNet. Donc au final, ma NIC, ma carte réseau, elle va être associée à un subnet. Ce subnet est partie prenante d'un VNet. Et on va protéger l'accès à ma VM au travers d'un NSG. Donc le NSG, c'est un firewall, c'est un service qui est gratuit, qui va filtrer les flux entrants et les flux sortants de ma VM. Voilà le principe du NSG. Ce NSG, il faut savoir qu'il peut être positionné soit au niveau d'un subnet, soit au niveau de la carte réseau de ma VM, donc de la NIC, ou les deux à la fois. Alors, dans le schéma, on voit que le NSG il est associé à un subnet, et vous verrez souvent les architectures liées aux machines virtuelles dans Azure qui sont protégées par des NSG qui sont associés à des subnets. Mais il faut savoir que quand même, quand vous créez une VM dans Azure, par défaut, cette VM a un NSG qui lui est associé au niveau de sa carte réseau, de sa NIC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous créez 100 VM, vous avez par défaut 100 NSG qui sont associés chacun à la NIC de chacune de vos 100 VM. Ce qui peut vraiment compliquer l'administration, parce qu'on ne vous propose pas encore d'interface unique qui permet de manager l'intégralité des NSG dans votre infra. C'est pour ça qu'une bonne pratique, c'est plutôt de mettre un NSG au niveau d'un subnet et non pas de l'associer au niveau d'une NIC d'une VM. Pour autant, encore une fois, par défaut, quand vous créez une VM, un NSG lui est associé si lors de la création, vous ne dites pas le contraire. Donc c'est un point qui est quand même important à comprendre. Donc voilà un schéma d'architecture somme toute assez simple. Je finirai quand même par le fait que vous avez un compte de stockage qui est associé à votre VM et qui va contenir les journaux de diagnostic. Alors ça c'est un point important quand même, parce qu'il faut savoir que quand vous faites du cloud public, vous n'avez plus accès à la console de virtualisation. C'est-à-dire que si vous utilisez une VM dans Azure, même si derrière cette VM, il y a une infrastructure Hyper-V, vous n'avez pas accès via votre console de virtu à l'hyperviseur. Donc ça veut dire que vous allez accéder à la VM que soit via du RDP, soit via un client par exemple petit en SSH. Moralité, si la VM a un problème au démarrage, vous n'avez pas accès à la console de virtu qu'il y a derrière, contrairement à une version on-premise de cette infra. Et dans ces cas-là, le journal de diagnostic va vous permettre de troubleshooter ce qui se passe sur votre VM. C'est pour ça que ce journal, il est contenu dans un storage account et qui va être accessible justement pour visualiser le journal d'événements au démarrage de la VM et essayer de comprendre ce qui se passe. En dernier recours, si votre VM ne répond vraiment pas au démarrage, vous pourrez télécharger le VHD après l'avoir exporté de votre manage disk. Donc vous le téléchargez depuis Internet, vous le téléchargez sur votre poste de travail par exemple,
et vous lancez un hyperviseur type Hyper-V pour pouvoir démarrer votre VM. C'est vraiment le dernier recours. Mais normalement, vous n'y avez pas forcément besoin puisque tout se passe bien toujours dans le cloud, vous le savez bien. Donc voilà pour mon petit schéma d'architecture. Un dernier point, mais rappelez-vous, toute ressource que vous créez dans le cloud public Azure doit être dans un groupe de ressources. C'est obligatoire. Allez, je passe à mon autre écran. Donc ici, on voit que j'ai créé une machine virtuelle. Normalement, vous voyez tous mon écran et sur cette machine virtuelle, on voit que j'ai attaché un manage disk qui correspond au disque de l'OS. Le voici, d'ailleurs, vous voyez, il s'appelle OS Disk. Voilà ma machine virtuelle. J'ai un NSG. Ce NSG, il est rattaché à ma NIC. Et ma NIC, elle contient une IP publique et elle contient une IP privée. Donc on va commencer par regarder la VM. Donc ma VM, elle a bien une IP publique et une IP privée. Cette IP publique et cette IP privée sont rattachées à la carte réseau qui s'appelle MyNIC PP Demo. Si je clique sur cette carte réseau, on voit que cette carte réseau porte bien l'IP privée et l'IP publique de ma VM. Je peux à tout moment configurer toute la couche IP au niveau de ma NIC, c'est-à-dire que si je souhaite, je peux passer en IP statique mon IP privé et je peux associer ou dissocier une IP publique à ma NIC. Et d'ailleurs, si on va au niveau un peu plus haut au niveau réseau, c'est-à-dire que si je vais au niveau du VNet qui contient 3 subnets, donc le subnet production, le subnet firewall subnet et le subnet bastion, si je vais tout en bas et je vais dans diagramme au niveau de mon VNet qui s'appelle VNet Prod, Azure va me générer le schéma d'architecture réseau de ce que j'ai déployé. Et là, regardez, on retrouve mon VNet en haut qui s'appelle VNet Prod avec un subnet qui s'appelle production. Dans ce subnet production, j'ai une NIC qui s'appelle MyNIC PP Demo. Et cette NIC, elle est rattachée, on lui a rattaché plutôt une IP publique, un NSG qui protège les flux entrants et sortants, et bien entendu ma machine virtuelle. Donc au final, tout ce que je viens de vous expliquer dans le schéma précédent est expliqué encore mieux par Azure ici. Donc une fois qu'on a vu ça, on va retourner un peu sur ma VM et on voit que ma VM, elle a bien entendu mon fameux NSG qui va filtrer les flux entrants et les flux sortants. Donc j'ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos de ce que c'est un NSG dans une autre session Twitch, mais globalement, on peut, vous voyez, rapidement visualiser les flux entrants et sortants sur ma VM. Si je veux me connecter à la VM, il suffit que je fasse un connect. Vu que c'est un OS Windows 2019, il suffit que je choisisse RDP. Donc là, concrètement, je fais RDP et il va me proposer, comme je n'ai pas de VPN vers ma VM, de me connecter via une IP publique à celle-ci et via le port par défaut. Donc on verra que c'est pas très sécure ce que je fais là. Pourquoi ? Parce que mon NSG, lui, il ouvre, vous le voyez, en source Internet en destination sur le port 3389, il ouvre le port RDP. Ça veut dire que n'importe qui connaît l'IP publique de ma VM peut essayer de sniffer un peu les accès à celle-ci au travers d'un login password. Donc concrètement, c'est peu sécure. Donc on vous conseille d'utiliser d'autres services pour sécuriser l'accès à votre VM. Soit d'utiliser bien entendu un VPN ou une liaison express route, soit d'utiliser un service que j'adore qui s'appelle le Just in Time, le JIT. Alors le principe du Just in Time, c'est quoi ? C'est que quand vous l'activez sur la VM, ça va vous permettre de fermer tout le temps le port RDP, c'est-à-dire que là, le NSG a reçu une nouvelle valeur et le port RDP est fermé constamment. Et au moment où moi, administrateur, j'ai envie d'accéder à mon port RDP, qu'est-ce que je fais ? Je clique sur ma VM, je fais un request access, je lui dis que je veux accéder à ma VM depuis mon IP, donc là ça va être l'IP public de ma box concrètement. Je spécifie pourquoi je veux faire l'accès à cette VM en tant qu'admin. Par exemple, je veux faire un 2IS restart. Je veux redémarrer le service 2IS. Et je dis que j'ai besoin d'1 heure. Et là, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une connexion dans le NSG, c'est-à-dire qu'il va créer une nouvelle règle,
basé sur l'IP public associé à ma box, ce qui va permettre pendant 1 heure de pouvoir accéder à la VM. Et une fois que j'aurai fait mon opération d'administration, quand je me déloguerai de la VM, au bout d'1 heure, il fermera le port dans le NSG. Ce qui vous permet au final d'accéder à une VM en tant qu'administrateur sur un port 3389 que pendant un temps prédéfini depuis une IP prédéfinie, tout en justifiant l'accès à cette VM. Et ça, c'est ce qu'on appelle le just-in-time, le JIT. Donc moi, c'est une fonctionnalité que j'aime bien et qui permet vraiment de personnaliser l'accès à la VM. Ensuite, pour accéder à la VM, normalement, une VM Windows ou une VM Linux, il faudra un compte local dessus. Et sachez que maintenant, on vous propose d'accéder à une VM par rapport à votre email, donc par rapport à votre compte AAD, Azure Active Directory. Donc, si vous allez dans les role assignment d'une VM, tout en bas, regardez, vous avez un rôle qui s'appelle le Virtual Machine Administrator Login. Et si je choisis d'accéder à cette VM pour me loguer en tant qu'administrateur, je vais pouvoir spécifier mon email. Là, vous voyez, je ferai un select member, je sélectionnerai mon email et ça me permettra, avec mon email Gmail, donc dans mon cas, c'est philippe.payola@gmail.com, d'accéder à la VM. Je n'aurai plus besoin d'accéder à la VM, d'ouvrir une session en tant qu'admin avec un compte local. J'y accéderai tout simplement avec mon compte, mon email, donc mon compte AAD, Azure Active Directory. Donc ça aussi, c'est assez intéressant à connaître et je trouve que c'est une fonctionnalité bien pratique. Donc la VM, quand on la crée, pour la créer, tout simplement, on va dans Virtual Machine sur le portail Azure. Là, j'en ai créé une en avance de phase, mais regardez, je fais un Create Azure Virtual Machine. Là, je sélectionne le groupe de ressources où il va y avoir ma VM. Je la nomme. Par exemple, je l'appelle VM Demo PP. Je lui sélectionne une région. Une VM doit toujours faire partie d'une région. Elle ne peut pas être à cheval sur plusieurs régions. Ensuite, je vais définir sa taille. Alors, sa taille correspond à une lettre de l'alphabet. Donc, ça commence à A, il y a du B, il y a du D, il y a du N. En fait, les tailles de VM correspondent au nombre de CPU et de RAM que Microsoft va associer à votre VM. Ces VM ont une taille prédéfinie de CPU et de RAM. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire moi, je veux 16,3 gigaoctets de RAM. Non, ça ne sera pas possible. Par exemple, ça sera pour cette VM 32 gigaoctets de RAM ou 16 gigaoctets de RAM, mais ça ne sera pas 16,3 ou 16,4. Donc c'est important, pareil pour le nombre de vCPU, de savoir que c'est des valeurs que vous ne pouvez pas changer et qui sont liées à la taille de la VM. On peut changer de taille de VM, mais quand vous changez de taille de VM en moins ou en plus, ça redémarre votre machine virtuelle. Donc on ne fait pas du changement à chaud d'infrastructure matérielle qu'il y a derrière. Donc c'est un point important à connaître aussi. Donc là, moi, il m'a dit que ma VM, ça serait par défaut du D2SV3. Pourquoi pas, avec 2 vCPU et 8 gigaoctets de RAM. Et je vais pouvoir rajouter jusqu'à 4 disques sur ma VM. Et je vais avoir un disque temporaire qui va faire 16 Go. Et cette VM devrait me coûter par mois. Alors je dis bien devrait parce que c'est un coût estimé, parce que ça ne prend pas en compte la bande passante associée, par exemple, pour accéder à ma VM, mais devrait me coûter à peu près 78 $. Donc une fois que je suis là-dessus, j'ai choisi la taille de ma VM, ce qui serait bien, c'est de dire à Azure si ma VM c'est du Windows ou du Linux derrière. Alors concrètement, vous voyez, vous avez, en Windows, on vous propose par exemple du 2016 Data Center en génération 2. On a de l'Ubuntu aussi, 18.04, 20.04. On a du SUSE, on a du Red Hat, on a de l'Oracle, on a du Debian, on a du CentOS. Et puis, on peut voir aussi qu'on a aussi des postes de travail qui peuvent être virtualisés sous forme de VM. Par exemple, avec un OS de type Windows 10 ou Windows 11, comme vous le connaissez sans doute. Donc, dans mon cas, je vais créer une VM. Je vais prendre l'option par défaut du Windows Server 2016 Data Center. Ensuite, là, je vais créer le compte local associé à ma VM. Donc ici, je mets un mot de passe qui doit faire 16 caractères, idéalement, mais ça commence à 12, si vous ne pouvez pas ne trouver un mot de passe de 16 caractères. Ensuite, je vais notifier à Azure que il faut qu'il ouvre le port 3389 pour l'accès sur mon OS Windows. Et puis ici, je peux spécifier à Azure que je possède déjà une licence on-premise Data Center Windows Server 2016.
ce qui va me permettre de réutiliser ma licence dans Azure que j'avais acheté on-premise si j'ai un contrat de type EA, Enterprise Agreement, avec une software assurance. Donc ça va me permettre de réduire le coût de la licence, donc le coût global de ma VM à hauteur de, comme on vous dit ici, 49% à peu près. Après, ça dépend du processeur, etc. Ensuite, dans la deuxième partie, au moment de la création d'une VM, je vais spécifier le disque. Donc le disque, par défaut, c'est du premium. Et le premium a de bonnes performances en termes d'IOP par seconde et d'accès aux données. Et ça vous offre aussi un SLA plus élevé associé à ma VM que si vous aviez du standard SSD ou du standard HDD. Donc concrètement, le type de disque que vous allez, la performance du disque que vous allez associer à votre VM va avoir une influence non seulement sur son coût, mais aussi sur le SLA associé à votre VM. Donc si on va regarder rapidement ensemble les SLA, comme ça sera un bon exercice. Si je vais dans Calcul, donc sur ordinateur virtuel, je vous envoie le lien vers le site dont je suis en train de vous parler dans le chat. Et ici, on peut voir, regardez, qu'une VM seule avec un disque SSD Premium a un SLA de 99,9. Et la même VM avec un disque SSD standard a un SLA qui descend cette fois à 99,5. Donc vous le voyez, en fait, le type de disque a une influence sur le niveau de disponibilité de votre VM dans Azure. Donc réfléchissez bien, et ça c'est important, au type de disque que vous allez choisir à la création de la VM, puisque ça aura une influence sur la disponibilité de celle-ci. Vous l'avez compris, je pense. Donc ça, c'était les premiers points que je voulais voir avec vous sur le SLA, qui avait au final un impact lié au type de disque de l'OS que vous alliez choisir, mais aussi des disques de données. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez aussi rajouter des disques de données. Et ces disques de données, vous spécifiez la taille, et la taille maximum pour un disque de données, c'est 32 Teraoctets. C'est ce que je vous ai dit en préambule quand on a commencé à parler de machine virtuelle. Donc on peut rajouter des disques de données. Le nombre de disques de données que vous pouvez rajouter sur une VM dépend de la taille de la VM et donc de sa famille associée, A, B, N, etc. Et puis un autre point aussi important, c'est que si on va dans Advanced, vous voyez, il y a cette case maintenant qui est cochée par défaut et qui est grisée d'ailleurs, vous ne pouvez pas décocher. Il faut savoir que maintenant, toutes les VM Azure sont créées par défaut avec des managed disks. Mais il y a une ancienne technologie qui était qu'on stockait les VHD de vos VM sur des storage accounts. Et cette technologie, concrètement, Microsoft l'a abandonnée plus ou moins il y a plusieurs années en disant maintenant, on passe toutes les VM et tous les VHD des VM sur des managed disks, c'est-à-dire des disques qui vont gérer les VHD. Vous n'avez plus besoin de les gérer au niveau blob, au niveau conteneur dans un storage account. Et on a annoncé, j'ai vu passer ça sur l'update Microsoft dernièrement, on a annoncé que bientôt, on allait faire une fin de support de l'utilisation des storage accounts pour stocker les VHD de vos VM. Vous serez obligé de passer par du managed disk. Vous n'aurez plus le choix, concrètement. Au niveau réseau, une VM, quand on la crée, il lui faut obligatoirement une NIC. Cette NIC doit être automatiquement rattachée à un subnet qui est lui-même dans un VNet. Et ça tombe bien, j'en ai un que j'ai pré-créé pour vous. Et puis, vous le voyez, par défaut, une machine virtuelle aura toujours une IP publique. Et par défaut aussi, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça c'est vachement important, une VM a toujours un NSG qui lui est rattaché par défaut. Alors rien ne vous empêche de faire Known, et si vous faites Known, il n'y aura pas de NSG, donc ça veut dire que la VM sera protégée par le firewall associé au système d'exploitation, donc le pare-feu avec fonction avancée de sécurité sur du Windows par exemple, ou sur du Linux de mémoire, je crois que c'est iptable. Mais en plus de ça, si vous avez mis un NSG au niveau du subnet, bien entendu ce subnet sera protégé, donc la VM qui sera en son sein sera protégée aussi par ce subnet, par ce NSG, pardon. Voilà. On peut aussi mettre la VM derrière un load balancer. Et ce load balancer, ça peut être l'Azure Load Balancer, dont j'ai déjà parlé dans une précédente session Twitch, comme ça peut être un autre load balancer, comme une application gateway. Si c'est une application gateway, ça veut dire que votre load balancer, c'est un reverse proxy, il écoute que
sur les protocoles, donc sur HTTP, HTTPS, donc 80 et 443. Et donc ça veut dire que votre VM, vous allez installer du 2IS ou de la page dessus pour rendre un service web. Si on va maintenant dans l'onglet Management, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait de pouvoir vous loguer sur une VM avec votre compte AAD, votre email. Et bien c'est ici que ça se configure en cochant cette petite case. Sachez aussi que quand vous créez une VM, vous pouvez définir quand est-ce qu'elle va s'arrêter automatiquement. Par exemple, tous les jours à 19h, elle s'arrêtera et un email sera envoyé pour vous dire « Hey, on a arrêté votre VM ». Alors ça, c'est pratique quand vous avez des développeurs et que les développeurs, quand ils partent à 19h, ils oublient souvent de couper les VM qu'ils utilisent. Concrètement, ça va permettre de couper les VM pour eux. Et ça empêchera que ces développeurs oublient de couper vos VM et donc que cette VM continue de vous être facturée, par exemple, toute la nuit jusque le lendemain matin où le développeur arrive au boulot. Ensuite, vous pouvez configurer ici le backup de la VM dans un Recovery Service Vault. Donc là aussi, je vous encourage à regarder une précédente vidéo, une précédente session Twitch de ce qu'est un RSV, qui est le coffre-fort de vos backups. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, je dirais que ici, on va retrouver la partie journaux de diagnostic dès le démarrage de la VM, les bouts de diagnostic. Vous voyez que c'est par défaut dans un manage disk, donc dans un storage account qui est managé. Et puis ici, on va parler, ça va être une bonne transition, des extensions. Alors c'est quoi une extension ? Une extension, comme je vous l'ai dit au départ, c'est un logiciel que vous pouvez installer soit à la création de la VM, comme je suis en train de le faire là avec vous, soit une fois que la VM est créée. Et ce petit logiciel, il est produit soit par un tiers. Par exemple, ici, on a du Symantec qui propose un antivirus. On a de l'Acronis qui propose du backup de votre VM. Mais vous pouvez aussi exécuter ce qu'on appelle un CSE sur la VM. Alors, c'est quoi un CSE ? C'est Custom Script Extension. Et un CSE, c'est le fait qu'il vous ait offert la possibilité d'exécuter un script PowerShell une fois que la VM elle est créée. Et si ce script PowerShell met plus de 90 minutes à s'exécuter, et bien dans ces cas-là, si au bout de 90 minutes, le script n'a toujours pas terminé son exécution, on vous rend la main. Donc c'est important aussi de savoir qu'il y a un timeout associé aux extensions que vous allez installer. On ne doit pas vous bloquer l'accès à une VM parce qu'un script ou parce qu'une extension ne fonctionne pas correctement sur celle-ci. Un point aussi concernant les extensions, c'est qu'il faut savoir que ici, tout ce que vous voyez comme extension, il n'y a pas inclus dans l'extension la licence associée. Donc par exemple, si vous installez de l'Acronis Backup, il faudra que vous ajoutiez à ce logiciel, une fois qu'il est installé sur la VM, au premier démarrage, il faudra que vous ajoutiez une licence dont vous avez fait l'acquisition. Donc c'est un point aussi important. Trop souvent, on croit qu'en installant une extension, automatiquement le logiciel a une licence qui est associée. Ce n'est pas le cas. Donc on a parlé des extensions, on a parlé des CSE, et maintenant on va parler de la haute disponibilité de la VM. Alors pour vous parler d'Availability Zone et d'Availability Set, de VM, je vais vous faire regarder une petite vidéo. Je vais vous passer une petite vidéo, encore une fois. Voilà, en plein écran. Je vais activer le son sur mon ordi et je vous reprends dans 1 minute 42 et on discute de cette vidéo.
Alors, normalement, vous avez pu toutes et tous avoir le bonheur de découvrir cette vidéo. Alors, peut-être que vous la connaissiez. Alors, pourquoi je vous l'ai montré? Pour vous parler de la haute disponibilité des machines virtuelles. En fait, je vais me baser sur la vidéo pour vous expliquer le concept d'Availability Set et d'Availability Zone. Alors d'abord, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, avant qu'on aborde la vidéo un peu plus en détail. Vous êtes un peu plus d'une dizaine connectés à la session Twitch. Pas de vidéo particulière, pas de questions particulières pour l'instant. Bon, alors, si pas de questions, on va parler de la haute disponibilité de la VM. Quand vous créez une VM dans un Availability Set, que je nommerai AS, Availability Set, il faut savoir que dans un data center Microsoft, ici, là, vous avez un data center qui est représenté. Et en fait, quand vous allez créer une VM, vous allez la mettre dans un de ces conteneurs-là. Par exemple, votre VM1, elle va être ici. Et imaginez que votre application, elle tourne sur 3 VM. VM1, VM2, VM3. Et bien, la deuxième VM, elle va être automatiquement mise par Azure dans un autre conteneur. Et la troisième VM, elle va être dans un troisième conteneur. Et ces 3 VM supportent le même applicatif. Et à un instant T, jamais les 3 VM ne seront sur le même conteneur. Alors ce conteneur-là, il faut savoir qu'il est complètement indépendant en termes d'électricité, en termes de climatisation, en termes d'infrastructures matérielles type stockage, hyperviseur, réseau, etc. Et dès que Microsoft a trop de clients, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un étage sur notre data center et là vous voyez vous avez des grues et les grues amènent les conteneurs. Et ça nous permet de pouvoir scaler d'une certaine façon verticalement notre infrastructure pour répondre aux besoins des clients. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que le fait de créer 3 VM et que ces 3 VM soient répartis dans 3 endroits dans le même data center mais ne sont jamais au même endroit à un instant T, cette technologie qu'on vous propose d'utiliser, c'est ce qu'on appelle l'Availability Set. Alors sans dire trop de bêtises, je crois que vous me direz si j'ai faux les spécialistes VMware, mais VMware fait un peu pareil, mais sauf que leur concept c'est ARS, je crois, ou DRS, c'est DRS, je crois que c'est DRS le terme, et en gros c'est ce qu'on appelle les règles de non-affinité, qui font qu'à un instant T, vos machines virtuelles ne peuvent pas être sur le même hyperviseur. Voilà, Vincent confirme que c'est bien DRS, ce que je disais, donc ça va Vincent. J'ai pas tout faux là-dessus. Et donc c'est le même principe avec les VM Azure. Et en fait, quand vous allez créer une VM, au début, vous allez définir au moment de la création de la VM que celle-ci va faire partir d'un Availability Set. Et donc l'Availability Set va vous offrir un SLA de 99,95% si cette VM elle est accompagnée d'au moins une VM ou plus. Donc concrètement, si vous avez 2 VM ou plus qui supportent le même applicatif, si vous les mettez dans un Availability Set, Azure va s'arranger pour répartir les VM qui supportent votre applicatif dans différents endroits du data center, mais à aucun moment ces différentes VM seront dans le même hyperviseur matériel ou dans le même conteneur que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, on vous parle de concept de fault domain et d'update domain. Alors le fault domain, il peut y en avoir jusqu'à 3. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la VM1, elle va être dans le fault domain 1, la VM2 dans le fault domain 2 et la VM3 dans le fault domain 3. Donc elle va être répartie dans 3 endroits du data center. Ce qui va permettre d'éviter les pannes sur vos 3 VM en même temps. Alors bien entendu, si vous perdez le data center par rapport à la vidéo, c'est-à-dire que si le data center ici brûle, avec un Availability Set, si ce data center brûle, vous perdez vos 3 VM. Mais sinon, en répartissant les VM dans 3 endroits différents du même data center, vous limitez la probabilité que la panne du data center fragilise l'intégralité de celui-ci. Donc ça, c'est
un premier point. Les updates domaines, c'est un peu différent. C'est qu'une fois par an, en général, Microsoft va vous envoyer un email et va vous dire « Hey, je vais devoir patcher mon infrastructure. Par exemple, je dois patcher mes processeurs Intel sur lesquels j'ai déployé vos VM. Et donc, je vais devoir redémarrer vos VM. » Et quand vous répartissez les VM dans différents updates domaines, eh ben on vous garantit que le jour où il y a une maintenance planifiée de vos VM, eh ben on va d'abord redémarrer les VM VM1 par exemple dans update domaine 1. Une fois que VM1 est redémarré, on va redémarrer VM2. Donc ça veut dire que VM1 et VM3 seront tout le temps disponibles pendant le redémarrage de VM2. Donc en fait, on va séquencer le redémarrage de votre infra en s'assurant à chaque fois qu'une partie de vos VM sera toujours disponible pour supporter votre applicatif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les AS, les Availability Set, et c'est gratuit. Il faut savoir que ça vous met un SLA de 99,95 à vos 2 VM ou plus qui supportent votre applicatif, mais c'est un service qui est gratuit. Autre possibilité, ce qu'on appelle les AZ. Alors j'en ai déjà parlé des Availability Zones dans une précédente session Twitch, mais on va essayer de revoir ensemble un peu rapidement ce que c'est. Imaginez ici, j'ai 4 data centers. Ces 4 data centers représentent une zone qu'on va appeler zone 1. Et puis, imaginez, un peu plus loin, dans la vidéo, si je retrouve l'endroit, voilà, on retrouve mes 4 data centers, et ici, on peut voir qu'il y a d'autres data centers. Donc ici, on a Z1, et ici, on a Z2. Et bien les AZ, c'est quoi? C'est qu'une région qui a 3 AZ, parce qu'une région avec un AZ ou 2 AZ, ça n'existe pas. C'est-à-dire soit une région, elle a 3 AZ, soit elle n'en a pas. Mais une région qui a 3 zones de disponibilité, ben en fait, quand vous allez créer la première VM, vous allez la mettre dans Z1, la deuxième VM dans Z2, et la troisième VM, imaginez ici, elle est dans Z3, dans des data centers qui sont géographiquement éloignés, normalement de plusieurs kilomètres. Et ça va vous garantir un SLA de 99,99. Pourquoi? Parce que si la zone 1 tombe, imaginez il y a un feu et les 4 data centers tombent, bah grâce à des routes coupe-feu, etc., à plusieurs kilomètres de distance, eh ben, on réduit la probabilité que zone 2 et zone 3 soient touchées. Donc ça veut dire que si vous perdez 2 zones sur 3 dans la région Azure, eh ben vous allez avoir quand même 2 VM sur les 3 qui seront tout le temps disponibles. Pardon, je la refais parce que en m'écoutant, je viens de me rendre compte que je vous induisais en erreur. Si vous perdez 2 zones sur 3, ça veut dire que vous avez perdu 2 VM sur les 3 qui supportaient votre applicatif. Et donc, ce système d'Availability Zone correspond à un SLA de 99,99, mais nécessite, comme pour les AS, au minimum 2 VM. Ça peut être plus, 2, 3, 4, 5, 6, mais au minimum, il faut 2 VM. C'est pour ça que là, quand je vais créer ma VM, je vais la créer en zone 1, cette VM-là, et puis quand je créerai la deuxième VM, je la créerai en zone 2 et la troisième VM en zone 3. Un dernier point sur les AS et les AZ, sachez qu'une fois que vous avez créé les VM, si au moment de la création, vous n'avez pas pensé à les mettre dans des AS ou dans des AZ, vous ne pourrez pas le faire après. C'est-à-dire on ne peut pas après prendre la VM et la mettre dans un AZ ou prendre une autre VM et la mettre dans un AS. C'est définitif. Donc c'est au moment de la création. C'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe quand vous créez une VM à penser à la haute disponibilité associée à celle-ci, que ça soit en termes de disque managé, SSD premium, SSD standard, HDD, etc. Ça va avoir une influence sur la disponibilité, mais aussi est-ce que ma VM va faire partie d'un groupe d'Availability Set ou d'Availability Zone, si ma région, bien entendu, supporte les Availability Zones. Et là, vous voyez, en North Europe, on a bien entendu zone 1, zone 2, zone 3 qui sont disponibles. Ça permet de travailler sur la disponibilité de votre machine virtuelle. Ensuite, ma fameuse VM, là, elle est ici avec une IP publique. Mais imaginez que cette VM, je veuille y accéder via une IP privée, mais que je n'ai pas forcément de VPN vers cette IP privée. Si je n'ai pas de VPN vers une IP privée, donc vers un subnet Azure, vers un VNet Azure,
Si j'ai pas de liaison ExpressRoute non plus, et si ma VM n'a pas d'IP public, eh ben normalement je peux pas y accéder. Si tout le monde suit ma logique, si moi, dans le schéma que je vous ai affiché, je suis ici, voilà ma maison, et depuis ma maison, je veux accéder à ma VM qui est ici, mais cette VM-là, elle a pas d'IP public, et j'ai pas de liaison VPN, et j'ai pas de liaison ExpressRoute vers cette VM, bah concrètement, logiquement, je peux pas accéder à cette VM. Et c'est là où le Bastion Azure va rentrer en jeu. Donc l'Azure Bastion vous permet d'accéder à une VM sur les ports d'administration uniquement, donc RDP ou SSH, 3389 ou 22. Ne me parlez pas du Bastion pour faire, je sais pas, du web ou de la base de données SQL sur du 1433. Le Bastion, c'est que pour accéder à des VM Azure sur les ports d'administration. Donc vous n'avez pas le choix. Donc c'est soit, comme c'est indiqué ici, du 3389, soit du 22. Et concrètement, on va vous permettre d'accéder à la VM en passant par un service PaaS qu'on appelle Azure Bastion, qui porte une IP publique que vous ne connaissez même pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connaître l'IP publique du Bastion. Mais ce qui va se passer, c'est que depuis le portail Azure, vous allez faire un connect à la VM. Et sauf que, au lieu de vous connecter à une VM via son IP privé, eh ben vous allez passer par l'IP public du Bastion, qui va encapsuler le flux en TLS dans le navigateur, donc sur du HTTPS concrètement, et va vous permettre d'accéder à une VM qui n'aurait pas d'IP public. Donc le Bastion va permettre de centraliser tous vos actes d'administration dans une seule et même interface, dans un seul et même service Azure. Et ce Bastion, vous allez pouvoir y accéder directement depuis le portail Azure. Donc concrètement, comment ça marche ? Eh ben, si on retourne, maintenant qu'on a vu un peu comment marche le Bastion, si on retourne un peu sur ma VM, eh ben, la première chose pour la démo, c'est que je vais carrément enlever son IP public. Donc là, je vais sur l'IP public de ma VM et je fais un dissociate. Voilà. Donc là, je suis en train d'enlever l'IP public de ma VM et faites-moi confiance, je n'ai pas créé de VPN vers le VNet où il y a ma VM. Donc il n'y a pas de VPN, il n'y a pas de liaison ExpressRoute, ma VM n'a pas d'IP public, je suis chez moi, normalement je ne peux plus y accéder à cette VM. Et d'ailleurs, regardez, elle a bien une IP privée, 10.0.1.4, mais elle n'a plus d'IP public. Et quand je vais faire un connect, si je fais un RDP, eh ben, il va me proposer l'IP privée de ma VM. Et il va me dire, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas de toute façon. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de VPN, il n'y a pas de liaison ExpressRoute, et si tu passes par Internet, tu n'accéderas pas à cette IP privée. Et c'est là où on va pouvoir utiliser le Bastion. Et le Bastion, lui, il va vous demander tout simplement le login d'accès à la VM, le password d'accès à celle-ci, et quand vous allez faire un connect, il va ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur, et en ouvrant ce nouvel onglet, il va ouvrir une session sur la VM. Donc la première chose, c'est qu'il vous propose de mapper le presse-papier. Donc ça vous permettra de copier du texte et des images sur la VM. Et puis là, il va ouvrir une session sur celle-ci. Et une fois que la session elle est créée, eh ben vous allez pouvoir, depuis le navigateur, accéder à celle-ci. Alors, bien entendu, c'est l'effet démo. Est-ce que j'ai mon VPN qui est monté ? Oui, ça va pas tarder. Mais en tout cas, la logique, c'est d'accéder directement dans votre navigateur à votre machine virtuelle. Alors peut-être aussi que j'ai joué un peu trop sur les règles par feu, mon IP public, etc. Ouais, ça devrait passer pourtant. On va voir ça. Mais je pense que c'est lié au just-in-time que j'ai mis en place tout à l'heure. Donc là, je me connecte au Bastion de la VM, et si je me connecte au Bastion associé à ma VM, il faut savoir qu'un Bastion peut recevoir entre 50 et 100 connexions simultanées. Si je clique sur Azure Bastion, on va retrouver dans Sessions, donc c'est un service PaaS, on va retrouver les sessions ouvertes. Donc là, par exemple, on retrouve ma session que j'ai ouverte avec vous il y a quelques instants. Dans Configuration, alors, on peut scaler le Bastion. On peut même mapper maintenant le copy-paste, par exemple, de fichiers directement dans le navigateur. Et on peut même se connecter à la VM, non plus depuis le navigateur, en faisant un connect, mais carrément depuis le client natif Microsoft, par exemple RDP, ou depuis du SSH en petit.
Donc là, ça va permettre en fait d'utiliser l'IP public du bastion pour encapsuler l'acte d'administration vers une VM qui a une IP privée. Voilà ce que permet de faire le bastion, pour un coût global de un peu plus de 100 et quelques euros par mois, pour 100 connexions simultanées. Alors après, ça dépend si c'est des admins Windows, Linux, mais la logique, elle est là. Donc c'est vraiment un service top, le bastion. Donc on a vu la haute disponibilité, on a vu les availability sets, les availability zones, on a vu le bastion, on a vu les extensions. Et bien maintenant, on va parler d'un autre sujet, on va parler du VMSS. Et alors pour parler du VMSS, cette fois, hop, je switch d'écran. On va parler de scalabilité. Il y a deux types de scalabilité possibles. On a la scalabilité horizontale et on a la scalabilité verticale. Quelle est la différence entre les deux? Dans la scalabilité verticale, quand il va y avoir une montée en charge sur une machine virtuelle, qu'est-ce que va faire Azure? Il va rajouter du CPU ou de la RAM sur cette machine virtuelle. Ça, c'est la scalabilité verticale. Et il peut faire ça en scale-up ou en scale-down. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va y avoir une baisse de la charge sur ma machine virtuelle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire le nombre de CPU et RAM associés à celle-ci. Donc il est capable de rajouter du CPU et de la RAM ou de baisser la quantité de CPU et de RAM quand il y a une baisse de la charge, donc quand il y a une baisse des utilisateurs sur votre VM par exemple. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la scalabilité horizontale. Alors la scalabilité horizontale, elle est un peu différente. Elle fonctionne différemment. Elle parle de termes de scale out et de scale in. Le principe, c'est que quand il va y avoir une montée en charge, plutôt que de rajouter du CPU et de la RAM sur votre VM, on va créer des copies de celles-ci, qu'on va appeler des instances. Donc la scalabilité horizontale va dupliquer le nombre de VM qui vont répondre à une montée en charge. Et quand il va y avoir une baisse de la charge, c'est-à-dire quand il y aura moins d'utilisateurs qui se connecteront à vos VM, on va réduire le nombre d'instances associées à cette VM. Donc au final, la scalabilité horizontale se base sur une image au départ qui va être dupliquée en fonction du nombre d'utilisateurs qui se connectent à votre service, à votre source. Et dans Azure, pour faire de la scalabilité horizontale, on va utiliser ce qu'on appelle un VMSS, un Virtual Machine Scale Set. Le principe du VMSS, ici, voilà, c'est de vous permettre de faire de la scalabilité horizontale. Imaginez, vous avez un applicatif, vous avez un site web que vous voulez dupliquer en fonction du nombre d'utilisateurs qui s'y connectent. Vous ne voulez pas que ça rame pour les utilisateurs, mais vous voulez qu'à tout moment, plus il y a d'utilisateurs et plus vous avez des nouvelles instances de votre site web. Vous allez utiliser le VMSS. Mais le VMSS, lui, il a besoin d'un load balancer pour répartir les flux vers ces différentes instances. Donc on va pouvoir utiliser l'application Gateway ou l'Azure Load Balancer, par exemple. Donc ici, je crée un VMSS. Je vais le créer dans mon exemple en North Europe. Je peux répartir les nœuds de mon VMSS dans différentes zones de disponibilité. C'est important aussi. Et puis, je vais choisir la taille et l'OS de mon VMSS. Donc, l'OS, ça veut dire que tous mes nœuds, toutes mes instances vont être sur du Windows Server 2016 Data Center ou par exemple de l'Ubuntu. Et la taille, c'est la puissance associée. Il faut savoir que dans un VMSS Azure, tous les nœuds auront la même taille et le même OS. On ne peut pas avoir dans le même VMSS, par exemple, des VM en standard D2 SV3 et des DS1 V2 avec du Windows et du Linux. C'est tout Windows et tout en même taille, par exemple. Donc c'est un point important. Ensuite, on va définir l'accès à mes nœuds. Et puis, après, vous allez retrouver globalement les options qu'on a vues aujourd'hui ensemble, c'est-à-dire le fait de réduire le coût de la licence par rapport à une réutilisation d'une licence que vous aviez achetée pour du on-premise. Et puis, ce qui va nous intéresser, alors vous voyez, disque et networking, c'est exactement pareil que ce qu'on a vu précédemment. Donc, je passe. Mais ça, c'est un tout nouvel onglet que vous n'avez pas vu avec moi, qui va concerner les règles de scaling. Donc, concrètement, il y a deux manières de scaler horizontalement dans le VMSS. Soit il y a la manière manuelle, c'est-à-dire vous allez faire une augmentation, une diminution manuellement du nombre d'instances, mais ça veut dire que vous surveillez les métriques associées
à votre cluster VMSS. Soit, nous, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est de faire du custom. Et là, par exemple, on vous propose une règle de custom à base de scale-out, basée sur le CPU. On vous dit que si on est à 75% de CPU pendant 10 minutes, alors on va augmenter de 1 le nombre d'instances dans votre VMSS. Et inversement, si on est à 25% de CPU, on va réduire de 1. Et ici, on vous dit qu'il faut au minimum qu'il y ait toujours une instance qui est disponible avec votre site web embarqué, par exemple sur du 2IS et de l'Apache, et jusqu'à 10 instances au maximum. Comme ça vous permet aussi d'avoir une visu et d'avoir une maîtrise un peu des coûts. Vous ne dites pas, ouais, mais moi, si je mets par exemple 500 VM, ça veut dire que si j'ai une attaque des DOS, potentiellement, je vais avoir 500 VM qui vont être créés et ça va me coûter cher. Donc voilà la logique qu'il y a derrière le VMSS. Et bien entendu, on utilisera un load balancer pour le rendre beaucoup plus efficace pour la répartition des requêtes entre les différents nœuds de votre VMSS. Concrètement, on voit souvent de l'Azure Load Balancer ou de l'application Gateway derrière ça. Voilà pour le VMSS. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes un peu plus d'une dizaine. Toujours connecté. Pas de questions particulières? C'est que je dois être clair en fait. Sinon vous m'assailleriez de questions. C'est que je dois être clair. Eh bien tant mieux. Allez, dernière partie de cette session. Donc on a vu ensemble la VM, on a vu son architecture de base, on a vu la scalabilité, on a vu la disponibilité de la VM, on a vu le SLA associé, on a vu les extensions. On va terminer par autre chose que la VM, parce que c'est bien entendu au programme de votre certification, c'est le portail Azure, Cloud Shell, PowerShell et Azure CLI. Alors avant, j'ai une question d'Hamza Berry. Pourquoi pas la scalabilité verticale? Tu peux faire de la scalabilité verticale, bien entendu, Hamza Berry, mais si tu le fais, c'est sur une VM seule. C'est-à-dire tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait changer la taille des VM, mais qu'elle redémarrait dans ces cas-là. Donc la scalabilité verticale est disponible sur une VM seule. Par contre, quand tu es dans du scaling horizontal au travers d'un VMSS, c'est toutes les VM ont la même taille et le même OS. Tu n'as pas le choix. Donc c'est à toi de choisir au moment où tu déploies ton infra, est-ce que je veux une seule VM et modifier sa taille, ou est-ce que je fais un groupe de VM qui vont être scalés en fonction des besoins. Mais c'est deux services différents. Donc maintenant, on va parler du portail Azure. Ici, en haut à gauche, vous avez le Burger Menu. Ce menu est entièrement personnalisable, c'est-à-dire que je peux descendre, remonter par exemple Azure Active Directory dans mon menu. Je peux aussi dans mon menu créer ajouter mes propres services. Par exemple, là, je vais aller dans All Services. Et admettons, je veux rajouter du Sapana dans Azure dans mon Burger Menu. Et je clique sur la petite étoile. Et là, tout en bas, je vais avoir le Sapana qui va apparaître. Et je vais pouvoir le remonter. Et si maintenant je veux faire disparaître le Sapana dans mon Burger Menu, je clique dessus. Et là, en recliquant, vous le voyez, ça a disparu. Donc ce menu est entièrement personnalisable. À partir de là, si je vais sur une machine virtuelle, je vais aller bien entendu, sur Monitoring dans ma machine virtuelle. Et je vais pouvoir visualiser différentes métriques associées à celle-ci. Et ces métriques vont être importantes puisqu'ils vont me permettre de connaître au final à quel point ma machine virtuelle est, on va dire, utilisée concrètement par mes utilisateurs. Ces métriques, on va pouvoir les épingler. Par exemple, si le métrique CPU est important pour moi, je vais pouvoir l'ajouter à un tableau de bord qui s'appelle par exemple client démo. Ici, je fais un pin et si je vais dans dashboard, j'ai client démo et on revoit mon métrique CPU. Il est là. Et ce métrique CPU, je vais pouvoir le customiser, c'est-à-dire que je vais pouvoir le réduire par exemple. Je vais pouvoir le déplacer et je vais pouvoir me faire mon propre tableau de bord. Et une fois que mon tableau de bord est fait, je vais pouvoir exporter ce tableau de bord pour mon équipe. Je vais pouvoir le partager à mes autres membres, encore une fois, de mon équipe. Je peux aussi le mettre en plein écran, ce tableau de bord. Donc imaginez, vous êtes dans le service pilotage, vous faites le monitoring de votre prod, vous allez avoir un écran avec les principaux métriques liés à ma machine virtuelle ou à mes machines virtuelles.
Donc on va pouvoir créer des dashboards, par exemple, comme client. Un dashboard par client avec tous les métriques les plus importants pour chaque dashboard. Donc ça, c'est le portail Azure. Pour s'y connecter, vous avez compris très facilement comment on y accède. Ensuite, ce qu'il faut connaître pour l'assertif, c'est le Cloud Shell. Donc le Cloud Shell, c'est un interpréteur Bash ou PowerShell qui est disponible directement dans votre navigateur. Donc, quand vous le lancez, il faut que vous ayez un navigateur, par exemple, de type Chrome, de type Edge, qui est testé, approuvé. Et ce navigateur va vous encapsuler, va vous permettre plutôt d'exécuter des scripts PowerShell ou Bash directement. Donc ici, je l'ai lancé. Alors, il met un peu de temps à se lancer. J'aurais peut-être dû tester avant de vous faire cette petite démo. Alors, j'ai une question en attendant de Rachidou Bakas. Quel paramètre qui déclenche la scalabilité verticale CPU RAM? En fait, il n'y a pas de paramètre. C'est une bonne question. Quand tu fais de la scalabilité verticale, donc quand tu modifies la taille d'une VM, il faut que ça soit manuellement que tu le fasses. C'est-à-dire que tu vas aller sur la VM et que tu vas décider de changer sa taille. Donc je peux même te montrer en live. Tu vois, je prends cette VM-là. Je veux lui rajouter du CPU et de la RAM. Et je vais aller dans Size. Et là, je vais choisir une autre taille. Par exemple, je vais prendre du 4 vCPU et 14 Go de RAM. Et là, si je fais un resize, ma VM, elle va redémarrer, c'est marqué en toutes lettres, mais elle aura attribué 4 vCPU et 14 Go de RAM. On revient au PowerShell ici. Donc ici, le PowerShell, comment ça marche? C'est très simple. Ça commence par un verbe, par exemple le verbe get pour obtenir. Ensuite, vous spécifiez le mot-clé AZ avec un tiret pour dire que vous travaillez sur de l'Azure. Et vous dites par exemple le service que vous voulez travailler. Donc vous mentionnez le service que vous voulez travailler. Donc si je tape get AZVM, ça va me permettre de lister toutes les machines virtuelles qui sont dans mon abonnement. Et on retrouve ma machine virtuelle qu'on vient d'utiliser pendant cette session Twitch. Si je veux créer une nouvelle VM, il suffit que je tape new AZVM. Alors vous allez me dire, c'est pas un verbe, mais c'est une exception. New comme nouveau en anglais. Mais sinon, si vous voulez supprimer une VM, ça va être le verbe remove. Par exemple, si je fais remove AZVM -name et que je nomme W2K19 dans le groupe de ressources, ça va me permettre de supprimer cette VM. Et puis vous allez pouvoir mapper plusieurs commandes grâce à ce qu'on appelle le pipe. Par exemple, si je veux supprimer toutes les VM de mon abonnement, je vais faire un get AZVM et après je vais faire un pipe remove AZVM et je vais rajouter le -force. Et là, ça va me lister toutes les VM qui sont dans mon abonnement courant et ça va me les supprimer. Alors, bien entendu, cette commande est à utiliser avec parcimonie. Un dernier point à connaître pour l'assertif, la commande set. Donc la commande set, elle vous permet de définir, éditer. Donc quand vous utilisez set, vous allez dire, moi je veux éditer ma VM, par exemple pour lui rajouter une carte réseau, pour lui rajouter un disque ou pour changer sa taille. Donc le set va éditer quelque chose d'existant. Le remove va supprimer quelque chose d'existant. Le new va créer quelque chose de nouveau. Et puis, bien entendu, le get va obtenir des informations sur quelque chose qui est déjà créé normalement. Et quand vous avez un doute sur une commande, utilisez la commande tab. Donc par exemple, si je fais un get ou un set-az et que je ne me rappelle plus le terme de web app, je ne suis pas sûr de moi, je fais un tab, Azure va me remplacer et va me proposer et va finir la commande pour moi. Donc il y a un système d'auto-completion. Pareil pour les paramètres. Vous voyez, je fais un -n, si je commence par A, il me propose le name derrière. Donc on va avoir cette possibilité de pouvoir avoir une aide contextuelle d'une certaine façon directement dans le Cloud Shell. Le Cloud Shell aussi est livré avec un éditeur. Par exemple, si vous tapez code point ou si vous cliquez ici, c'est exactement le même principe sur cette icône-là, vous avez un éditeur qui est intégré. Et là, vous allez pouvoir typiquement uploader un fichier. Donc imaginez, je upload un fichier. Alors quel fichier je vais uploader? Un fichier JSON, tiens. Depuis mon poste de travail, je vais uploader un fichier JSON. Donc là, ce fichier s'appelle az104.02a custom role definition.json. Une fois qu'il est là, ce fichier JSON, je peux l'éditer directement,
modifier celui-ci en rajoutant des paramètres. Voilà. Et à la fin, ici, je fais un save et un close editor. Et ça va me permettre de directement travailler sur mes fichiers JSON dans mon Cloud Shell, donc dans mon navigateur, ou sur n'importe quel fichier que vous uploaderez dans Azure. Pareil, vous pouvez aussi downloader des fichiers. Et puis, bien entendu, vous pouvez rappeler une commande, soit en appuyant sur la touche O, soit en regardant les commandes un peu que vous avez tapées par C, en tapant la commande history. Et en tapant la commande history, vous allez avoir la liste de toutes les commandes qui ont été tapées précédemment sur votre fenêtre PowerShell. Donc ça, c'est PowerShell embarqué dans Cloud Shell. Donc Cloud Shell, c'est l'interpréteur qui est dans le navigateur qui vous permet d'exécuter du code ou PowerShell ou Bash. Alors un point, c'est que PowerShell est disponible sur les OS Windows, Linux ou macOS. Il faut installer l'interpréteur, mais rien ne vous empêche sur votre propre poste de travail d'installer de l'Azure PowerShell. Ça marchera, que ça soit sur du Windows, du Linux ou du Mac. Et pareil, on a Bash. Et Bash, qui est un peu différent en termes de syntaxe, lui aussi il est disponible sur du Windows, sur du Linux ou sur du Mac. Et donc Bash, comment ça marche? Ça commence toujours par la commande AZ. Et il faut un espace. Alors qu'en PowerShell, vous connaissiez qu'il fallait le verbe -az suivi du service que vous voulez travailler et après les paramètres. En Bash, c'est complètement l'inverse. On commence par AZ, ensuite on parle du service, et enfin, on nomme le verbe. Donc si je fais un AZ VM create, il va me proposer de créer une machine virtuelle. Si je fais un AZ VM list, il va me proposer de lister les VM, etc., etc. Et j'ai ça pour tous les services Azure. Donc quand vous tapez AZ, il va vous lancer l'interpréteur. Et là, vous voyez, il vous propose un peu les différentes commandes à disposition pour pouvoir travailler sur les services Azure. Par exemple, AZ MySQL va me permettre de gérer des bases de données MySQL au format PASS dans Azure. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Donc là, on a vu Bash, on a vu PowerShell et on a vu Cloud Shell. Un point aussi, avant que vous me posiez éventuellement vos questions, c'est que dans Cloud Shell, vous avez associé un groupe de ressources qui est automatiquement créé. Donc si je vais dans Ressources Group, je vais avoir, regardez, sur mon abonnement le Mordor, je vais avoir un groupe de ressources qui correspond à mon Cloud Shell. Donc par défaut, il s'appelle Cloud Shell Storage. Et là où vous avez créé votre interpréteur Cloud Shell, North Europe, West Europe, etc., moi j'en ai créé un manuellement qui s'appelle RG Cloud Shell. Et dedans, j'ai un compte de stockage. Et dans ce compte de stockage, je vais retrouver des partages. Et dans ces partages réseau, donc dans ces file share, je vais pouvoir retrouver les fichiers que j'ai uploadés directement dans mon interpréteur Cloud Shell. Donc en gros, derrière le Cloud Shell, il y a une machine virtuelle. Et cette machine virtuelle, si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, elle va être automatiquement fermée. Donc il y a un système de timeout sur votre fenêtre Cloud Shell qui fait que si vous ne tapez pas des commandes, au bout d'un moment, il ferme la session dans Cloud Shell. Donc retenez que Cloud Shell, c'est une VM au final. D'ailleurs, je crois que c'est une VM Linux qui est derrière, qui vous permet d'interpréter du PowerShell ou du Bash directement dans votre navigateur. Mais rien ne vous empêche, encore une fois, d'installer ces logiciels directement sur vos postes de travail. Donc, si je regarde le programme, on a traité ensemble l'architecture d'une VM, sa haute disponibilité au travers des AS, des AZ, etc. Ça, on l'a vu ensemble. Je pense que j'ai été suffisamment clair dessus. On a parlé du bastion, on a parlé des extensions ensemble, on a abordé le sujet du VMSS et sa scalabilité horizontale avec des règles de scaling que vous pouvez définir par exemple sur le CPU. Et puis on a terminé cette session sur le portail Azure, sur Cloud Shell, sur PowerShell et bien entendu sur du Bash. J'espère que cette session vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde! Preview.